tous les internautes, nous sommes aujourd'hui avec Pierre Jovanovic. Pierre, bonjour. Bonjour Lisandre. Lisandro ? Lisandro, ouais. Lisandro, pardon. Lisandro Diaz, absolument. Donc je vais vous présenter pour les internautes qui vous ne connaîtraient pas encore et qui vous découvriraient. Vous êtes journaliste écrivain français, vous avez travaillé chez Matin de Paris, puis dans le Quotidien de Paris, mais c'est surtout grâce à votre blog jovanovic.com et à votre rubrique sur les ondes de la radio Ici et Maintenant que les internautes vous connaissent sans doute mieux. Peut-être vous connaissent-ils aussi par le biais de vos ouvrages, il y en a une dizaine au total. On ne va pas tous les énumérer, hein, mais on va au moins citer les deux derniers. Donc en l'occurrence, 777, La chute du Vatican et de Wall Street selon Saint-Jean, sorti en 2009. Et le dernier, le dernier ouvrage, Blight Masters, qui est sorti l'année dernière en 2011. Alors avant d'embrayer sur la première question, vous avez peut-être quelque chose à rajouter à cette brève présentation ? Non, mais je dirais, si vous voulez, que mon livre, enfin mon premier livre, enquête sur les anges gardiens, sur l'existence des anges gardiens, va avoir, je crains 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite, donc ça fait quand même plusieurs générations de Français, enfin de lecteurs francophones plus exactement, qui me suivent maintenant. Donc ça fait pas mal d'années effectivement que j'écris. Et sincèrement, je ne pensais pas qu'un jour mon blog prendrait une telle importance. Je l'avais jamais fait techniquement là-bas, enfin pour ça quoi. Ce sont les faits qui se sont emballés. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, hein, j'ai commencé ça à cause de Kerviel. Quand vous aviez le patron de la Société Générale qui criait à l'inondation alors qu'il y avait le tsunami qui arrivait, hein, et que l'ensemble de la presse économique ou même le Figaro, les Tribunes, tout ça, lui sont tombés dessus sans rappeler bien sûr que déjà en août 2007 la banque BNP et surtout Société Générale étaient sur le point de l'explosion. Hein, voilà, c'est quand même assez important de le rappeler, que la crise des subprimes était en train vraiment d'arriver, hein, c'est le tsunami dont je parle. Donc dans les milieux bancaires, boulevard Haussmann, etc., tout le monde le savait, hein, mais manifestement ça n'a pas effleuré les journalistes économiques du Figaro ou du Monde, ou encore moins de la Tribune et des Échos. Hein, voilà. Non, mais je tiens à le rappeler parce que c'est très important, et que mon blog, je sais pas, il y avait peut-être 200 ou 2000 personnes dessus, et il a explosé, sa fréquentation a explosé. Quand j'ai explosé, c'est que passer à 20 000 par jour, je vous dis ça de tête, mais c'est peut-être pas ça. Enfin, en tout cas, maintenant on est beaucoup plus loin. C'est à partir de quelle année que ce chiffre c'est à partir du 29 septembre 2008. Hein, parce que moi j'annonçais la crise, j'annonçais l'explosion du système financier avant que ça se passe, hein, que la bourse allait exploser, enfin, etc. Je veux dire, bon, le blog est là pour vous montrer. Mais et à l'époque, je me faisais régulièrement insulter par tout un tas de financiers, de traders, etc., et que je retourne voir mes anges gardiens, quoi. Et pourtant les faits vous donnent raison. Les faits hélas, hein, les faits me donnent raison, mais c'est mécanique, hein, donc c'est pas très très compliqué. C'est mécanique. Moi, je suis journaliste vraiment j'allais dire de base, factuel. Hein, ma formation, c'est vraiment tout ce qui est, je veux dire, les chiens écrasés, on va dire ça, hein, les accidents, les machins, les trucs. Enfin, j'ai vraiment commencé comme ça. Les faits divers, ouais. Voilà, les faits divers. Et aujourd'hui, si vous voulez, la banque, le monde financier s'est transformé en un immense champ de faits divers. Hein, et quand vous mettez bout à bout tous ces faits divers, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que le système est mort. Hein, que là, ils sont en train de réinjecter par planche à billets. Je veux dire, ils ont voté la nuit dernière la 4e planche à billets américaine. Vous avez tweeté à ce sujet hier, d'ailleurs. Non, mais attendez, je ne sais pas ce que vous imaginez. Et Roubini, le docteur Nouriel Roubini, a remis une couche. Il a envoyé un message en disant, mais en fait, techniquement, avec leur magouille, c'est pas la 4e, mais la 5e planche à billets. Voilà. Les Anglais vont préparer leur 4e ou 5e, je ne sais plus. Et les Japonais sont à leur 9e planche à billets. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe. C'est Weimar, techniquement. Hein, c'est Weimar. Et bien entendu, tous les gouvernements se sont mis d'accord pour vous dire que l'inflation est à 2%.
Hein, alors que je pense que vos parents ou vous-même, quand vous faites vos courses, vous vous êtes bien rendu compte que C'est bien on plus. est largement au-dessus des 2%. Absolument. Je parle des choses qu'on achète pour manger. Ouais, de la vie courante, oui. Je parle des choses qu'on achète régulièrement. Tout à fait. On s'en fout de savoir si si le prix du bulldozer a pris 2% par rapport à l'an passé, quoi. Très bien. Donc, on va revenir sur la Grèce, puisque vous nous revenez actuellement D'Athènes. fraîchement d'Athènes, de Grèce, où vous avez passé une semaine. Alors, avant de voir avec vous les conclusions et ce qu'il y a à retenir de votre périple en Grèce et de la situation actuelle là-bas, lorsque vous êtes arrivé sur place, quelle a été la première chose que le journaliste que vous êtes a remarqué? Ce que j'ai remarqué, sincèrement, je l'ai dit hier justement à la radio, c'est que je me sentais mieux à Athènes qu'ici. C'est qu'ici, il y a une tension, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a de l'électricité dans l'air, il y a une agressivité permanente que je n'ai absolument pas ressenti à Athènes, alors que justement, paradoxalement, c'est là où j'aurais dû ressentir quelque chose d'encore plus dense et plus lourd qu'ici. Et pas du tout, au contraire. Les gens étaient... Il y a une crise, c'est clair, c'est sûr, mais elle est infiniment moins palpable qu'ici. Donc je dirais que la véritable crise, elle est ici, chez nous en France, et pas chez eux. Et c'est à quel niveau que se ressent cette tension dont vous venez de nous parler? Vous savez, c'est ce que vous ressentez quand vous arrivez dans une ville. Hein. C'est difficilement, dans le domaine du perceptible. Hein. C'est pas quantifiable. C'est ce que vous ressentez. Hein. D'ailleurs, le verbe ressentir implique l'odeur. L'odorat qui fonctionne sur quelque chose que vous ne voyez pas. Et pourtant, votre nez vous envoie bien tout un tas d'informations. Vous êtes capable de distinguer le Chanel numéro 5 des toilettes de la SNCF. Hein. Bah oui. Et pourtant, c'est invisible. C'est invisible. Donc voilà, moi je parle de ça. Hein. D'accord. Enfin bon, vous le savez, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Absolument. Et je peux vous assurer que j'ai passé une semaine à Athènes. Paradoxalement, j'ai trouvé que il y avait beaucoup plus d'énergie là-bas. De tension positive, d'énergie positive. Oui. Que ici. Il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Enfin bon, je l'ai dit hier, donc j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais c'est quelque chose que je ressens. C'est la deuxième fois ou troisième fois que je me suis fait cette réflexion. Et paradoxalement, le fait d'en parler publiquement, tout le monde m'a envoyé des mails en disant oui, moi aussi je ressens ça, etc. Il y a quelque chose qui ne colle pas à Paris. Alors quelqu'un m'a fait cette réflexion, oui, en fait c'est à cause des antennes, vous savez, de mobile. Oui, d'accord, mais enfin bon, à Rome vous en avez autant. Oui. Ce que je veux dire, à Rome il y en a autant et à Athènes il y en a autant. Oui, Je veux dire, mon portable, ça n'explique pas cette tension, surtout cette agressivité. Vous savez, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, qu'il y a quelque chose d'ethnique. Quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, mais qui est là. Est-ce que ce serait pas en rapport avec le choc des civilisations qu'on nous vend actuellement? Est-ce que cette tension... Si, c'est fort possible. Oui. Si, c'est fort possible, bien sûr. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Vous savez, on a exacerbé, si vous voulez, la haine. On a amplifié les communautarismes, etc. Donc, alors c'est sûr qu'à Paris, quand vous arrivez... Puis même les Grecs que j'ai rencontrés, qui me disaient quand ils sont venus à Paris, ils se sont pris une claque dans la tête au niveau de la tension. Waouh! Je disais, mais je suis où là? Enfin, je veux dire, c'est Paris, mais c'est pas du tout l'image de Paris qu'ils avaient, quoi, de la vie joyeuse, etc. C'est au contraire quelque chose de très très agressif. Donc il faut que les Français ne peuvent pas s'en rendre compte. Enfin, je veux dire, tant que vous n'êtes pas parti, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est par définition, il faut sortir de la boîte pour la voir. Absolument. Voilà. Out of the box. Merci. Alors, pour revenir sur la Grèce, quelle analyse est-ce que vous faites de la Grèce actuellement? Analyse globale, que ce soit au point de vue politique ou économique, par exemple. Vous savez, l'analyse globale, si vous voulez, c'est que première chose, si vous voulez, c'est la crise sanitaire qui règne là-bas. Ça, c'est la chose la plus grave. Hein. On voit émerger de tout un tas de nouvelles maladies. Le sida a fait un bond absolument phénoménal. 500 cas de sida en plus par un an, alors qu'auparavant, ça progressait que de 8 à 10 cas. Hein. Vous avez l'information sur le blog. C'est sourcé, c'est les dernières statistiques d'ailleurs du ministère, si mes souvenirs sont bons. Donc ça vous montre bien qu'il y a un sérieux problème. Hein. Mais bien entendu, ça ne se voit pas. Hein. Tout ce qui est dans les hôpitaux, etc., ça ne se voit pas. Hein. C'est caché, par définition. Donc, quand vous vous promenez dans la ville, vous ne voyez pas tout ça. Sauf que lorsque vous allez voir les hôpitaux, etc., vous voyez des piquets de grève du KKR. Hein. Vous avez des banderoles des syndicats qui sont là, devant, etc., qui exigent des sommes. Mais là, vous voyez bien que les banquiers
de Bruxelles, du FMI, etc., se foutent ouvertement de la gueule des Grecs, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur argent, et ils peuvent vraiment, je l'ai déjà dit, mourir ou crever la bouche ouverte. Et je reste poli. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et demain, j'ai vu passer une dépêche tout à l'heure, comme quoi les Européens vont donner effectivement le chèque que les Grecs attendent, mais si par exemple les Européens ou les Allemands ne le donnent pas, effectivement, demain, toutes les retraites et bien entendu la paye des fonctionnaires n'est pas payée, enfin n'est pas versée, pardon. Hein. Donc ce serait l'arrêt immédiat, si vous voulez, du pays. Du système, oui. Oui, mais vous savez, nous, on est on est exactement au même point. Moi, je vous rappelle que tous les jours, la France emprunte sur les marchés financiers pour payer les fonctionnaires et pour payer les retraites. C'est quand même... Il y a un sérieux problème. Tous les jours. Et on nous dit, ah ouais, c'est formidable, on emprunte à des taux bas. Ouais, d'accord, ok, pourquoi pas. Non, mais j'aime beaucoup la logique. Hein. C'est comme hier sur BFM ou ce matin. Non, mais authentique. Ce matin, hier, vous avez Hérault qui vous explique... qui explique aux Français au pied de son avion, du jamais vu, non mais c'est vrai, du jamais vu, c'est une première ça aussi, qui explique que sans doute le taux du livret A, le placement préféré des Français, va baisser, donc il va passer, je ne sais plus combien, de 2,25 à 1,70 ou 1,75. Et que oui, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter. Je veux dire, ce n'est ni plus ni moins que le vol de l'épargne des Français. C'est encore moins d'argent qui va leur être versé. Ils vont tout prendre. Hein. Et sur BFM, donc, je referme le tiroir, vous aviez l'éditorialiste, le gros là, qui vous expliquait que c'était une très bonne nouvelle pour l'économie française. Que le taux du livret A baisse. Non, authentique. Je crois même encore, ça passe en boucle, donc ça doit y être encore. Non, mais authentique, une bonne nouvelle. De la même façon que ils nous l'ont fait il y a 15 jours ou 3 semaines, lorsque la France a perdu son triple A de Moody's. C'est une très bonne nouvelle finalement, c'est une très bonne nouvelle pour l'économie française. Mais bien sûr. On va de paradoxe en paradoxe. On va de paradoxe en paradoxe, c'est-à-dire que les mauvaises nouvelles sont transformées en bonnes nouvelles. Vous voyez ? L'inversion totale c'est de la l'inversion réalité, totale. Ouais. Alors bientôt, je sais pas, il y a un crash d'avion, 200 morts, formidable, bonne nouvelle. Non mais on est dans cette logique-là avec oui. BFM et TF1 et France 2. Hein, il faut bien le comprendre. Je veux dire, tout le monde l'a vu. Je veux dire, j'invente rien là. Non. C'est quand même absolument incroyable. Donc, pour revenir à la Grèce, hein, la Grèce a simplement, on va dire, peut-être 2 ans ou 3 ans d'avance sur nous. Je pense qu'on va dire 3 ans parce que l'attaque absolument phénoménale sur les bons du Trésor grec, ont commencé. Je me souviens, avec Laurent, on a commencé la revue. Enfin, moi j'ai commencé en 2008, mais on a commencé la radio en 2009. Et on a chroniqué tout ça en 2010. Je me souviens quand je parlais notamment de la naissance d'Athéna. Hein, donc c'est plus, oui, la période 2010. Oui, on est en 2012, en 2013, voilà. 3 ans, on va dire. On a 3 ans de retard, 3 ans de retard sur les Grecs. C'est tout. Vous croyez qu'on va pouvoir emprunter pendant combien de temps encore ? Je veux dire, toute forme d'emprunt, si vous voulez, c'est tous les Français qui ont des crédits revolving en savent douloureusement quelque chose. Hein. C'est-à-dire, vous faites un prêt et ensuite vous prenez un autre prêt pour rembourser le premier, et puis vous prenez un troisième pour rembourser le deuxième, et puis à un moment donné, si vous voulez, ils finissent par se croiser. Et pour la France, c'est ce qui se passe. La Grèce, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu ce qu'a fait, à une échelle un peu plus réduite, ce qu'a fait Madoff. Non, c'est autre chose. Oui et non. Oui, enfin bon, c'est assez. En résumé, oui. Oui, mais Madoff c'est différent parce que Madoff c'est une société privée donc qui est limitée par les fonds qu'elle a. Alors qu'un État, un pays peut monétiser sa dette, comme c'est la formule consacrée, monétiser sa dette. Hein, ça veut dire emprunter. Hein, c'est comme femme de ménage, technicienne de surface. Vous voyez, c'est politiquement correct. Hein. Voilà, c'est-à-dire que planche à billets c'est quantitative easing. Et oui. Bah oui, il faut détourner il faut de la fumée, du vaporware, du opium, comme disait Rage, opium. D'accord. Donc pour revenir donc sur la Grèce, vous en avez parlé brièvement. L'image de la Grèce et du peuple grec véhiculée par les médias occidentaux est souvent celle d'un peuple feignant et responsable de sa crise. Alors, quelle est la part de responsabilité du peuple grec dans sa crise, s'il y en a une, et sinon, qui sont les responsables ? Alors, déjà, il faut impérativement disculper le peuple grec. Hein. Le peuple grec n'y est pour rien.
hein, le peuple grec, comme le peuple français d'ailleurs, a élu des politiques pour les représenter, et s'il y a des responsables, ce sont d'abord les politiques. En Grèce, vous aviez jusqu'à présent deux partis politiques principaux qui sont l'équivalent du PS et de l'UMP pour nous ici, qui sont là-bas le PASOK, qui est donc le Parti Socialiste, et Démocratie Nouvelle, on va dire, c'est l'équivalent de l'UMP. Tout ce qu'on a vu, si vous voulez, c'est que les députés grecs ont accepté toutes les formes de corruption possibles et imaginables. On a vu notamment l'histoire du député socialiste qui a été acheté par Siemens, hein, une société allemande, pour passer des contrats. Voilà. Donc dans le genre corruption, effectivement, les politiques grecs sont absolument stupéfiants. On a vu que certains ont des comptes en Grèce, mais maintenant on a vu que même nos politiciens, hein, certains ont des comptes en Grèce. Pour M. Cahuzac, bon, on ne sait pas encore où c'en est, mais déjà, je veux dire, si Mediapart a décidé de mettre ça en avant, c'est qu'ils ont des biscuits et du lourd. Hein. Je veux dire, Plenel, je veux dire, je l'ai déjà croisé quand il était au Monde à l'époque. Moi, j'étais au Quotidien. Déjà à l'époque, il sortait des dossiers quand même. C'était du lourd. Hein, il n'arrive pas avec quelque chose d'inconséquent. Il y a bien Anguille sous roche, donc en Grèce, en l'occurrence. Bah, je veux dire, les députés sont corrompus. Aujourd'hui, les seuls députés qui ne sont pas corrompus, techniquement, c'est ceux d'Aube Dorée et éventuellement de Syriza. Enfin, les deux, je pense. Hein, ils ne sont pas corrompus, peut-être pas encore. Hein, voilà. Donc, effectivement, les Grecs ont vendu, les politiques grecs, pardon, ont vendu le peuple. On a eu le cas notamment avec le gouvernement Papandréou, et on a vu comment la Goldman Sachs a été mandatée pour maquiller les comptes du gouvernement grec afin qu'il puisse entrer dans l'Union européenne, hein, et surtout pour que ces comptes collent au minima, enfin exigés par Bruxelles. Hein, donc ils ont bien maquillé les comptes, et puis ça leur a explosé en pleine figure. Mais les gens de Goldman Sachs le savaient, c'est eux qui ont maquillé les comptes. Hein. C'est une jeune femme qui s'appelle Antigone Lioudadis, hein, voilà, de la Goldman Sachs. Hein, elle a pris, vous l'avez sur le blog, elle a pris 300 millions de dollars en facturation, bon, pour services rendus. Hein, voilà. Donc Goldman Sachs, sachant ce qui allait se passer, vous pensez bien qu'ils ont ce qu'on dit, comme on appelle ça, comme les traders, ils ont shorté tous les bons du trésor grec. Donc ils se sont mis, non seulement ils ont monétisé la dette grecque, mais en plus ils ont gagné de l'argent en sachant que ça allait exploser. Ils le savaient d'avance, les dés sont pipés. C'est un peu comme quand vous jouez au casino, vous avez le croupier qui lance la bille, hein, mais le croupier, donc le mec de Goldman Sachs, hein, il sait que son truc est télécommandé et que ça va tomber pile, hein, sur le numéro 14. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Enfin, en l'occurrence, les billes sont pipées aussi. Très bien. Non, mais attendez, c'est vachement important, ça. C'est vachement important parce que ça vous montre que l'ingénierie financière est quelque chose d'infiniment plus pervers et de plus dangereux que l'armement nucléaire, par exemple, ou l'armement, tout simplement. Et qu'ils ont mis la Grèce en esclavage sans même tirer un coup de fusil, quand même. Il faut le faire. Et n'oubliez pas qu'en 1973-74, je veux dire, tous les étudiants grecs défilaient, balançaient des cocktails Molotov sur l'ambassade américaine. Et là, les Américains, ils les ont mis en esclavage, et il n'y a même pas une manif d'étudiants contre ça. Nouvelle forme de guerre. Mais bien sûr, c'est une nouvelle forme de guerre. C'est une guerre à l'échelle planétaire pour exploser impérativement tous les pays. Enfin bon, ça c'est ma thèse, mais souverain. Ça rejoint, oui, ce qu'on appelle les pigs, hein, les porcs. Enfin, ça c'est les anglo-saxons. Et si vous regardez bien ce que sont les porcs, hein, ce ne sont que des pays chrétiens, enfin catholiques ou orthodoxes. Parce que la Grèce est orthodoxe. Portugal, Italie, Espagne, hein, Grèce, Irlande. Hein. Et oui. Hein. On n'en parle pas souvent, ouais, c'est vrai. Mais oui, on n'en parle pas, on n'en parle même pas assez. Hein, mais ils sont détruits. L'Irlande aujourd'hui est détruite. Faut le savoir. L'Espagne est détruite aujourd'hui. Alors là, on rentre dans la période des fêtes, donc hein, ça va être le calme, etc. Mais tout le cirque va recommencer à partir du 10-15 janvier. Ça, vous pouvez en être certain. Vous avez vu la liste des faillites, hein, pour ma part, depuis que je fais cette revue de presse depuis 5 ans, je n'ai jamais vu une telle avalanche. Hein. C'est une avalanche de licenciements toutes les semaines. Vous en avez fait la liste. Alors, c'était pas votre émission
d'hier, c'était à celle il y a 2 semaines. Hier, sur la on a radio. repris, hier, j'ai repris toutes les listes que je n'avais pas données à la radio depuis 3 semaines. Mais depuis le mois de mai, vous pouvez regarder la liste des licenciements. C'est une hécatombe. On mettra un le tsunami, lien, oui, c'est c'est effrayant. impressionnant. Oui. Mais c'est absolument effrayant. Les chiffres sont impressionnants et puis le nombre de Oui, parce d'entreprises qui qu'on ferment on aussi. voit bien, si vous voulez, par exemple, il y a des entreprises extrêmement symboliques, par exemple comme Pratt et Whitney. Oui, quand vous savez pertinemment, si vous voulez. En France, on dit quand le bâtiment va, tout va. Moi, je peux vous dire que quand Pratt Whitney va bien, tout va bien. Hein. Si Pratt Whitney va bien, ça veut dire que les avions se vendent, ça veut dire que le tourisme fonctionne, ça veut dire que les gens voyagent. S'ils voyagent, ça veut dire qu'ils ont quand même de l'argent. Et ça veut dire que l'argent circule aussi, hein, parce que l'aviation c'est ça, il faut pas l'oublier, le tourisme c'est ça. Voilà. Et si Pratt et Whitney a licencié je sais plus combien, 180 personnes, et c'est pas le premier licenciement. Donc ça vous montre bien que ça continue, quoi. Enfin bon, moi j'invite vos spectateurs à regarder la liste des licenciements, parce que franchement, moi ça me fait peur en tout cas. Ça me fait peur parce que c'est quelque chose, si vous voulez, qui est le prélude en fait à une sorte de, soit à la Troisième Guerre mondiale, soit à une guerre civile. Entre la peste et le choléra. Oui. C'est pas un choix très glorieux. Mais attends, je vous signale que c'était ça. Hein. Attendez, il faut quand même pas oublier que, vous savez, il y a des choses comme ça que l'histoire, que les professeurs d'histoire, hein, je crois que vous êtes un historien, hein, n'enseignent pas. Alors toutes les choses politiquement incorrectes. Hein. Alors par exemple, on oublie trop souvent de dire qu'à Washington, il y a eu quand même des manifestations de gens qui avaient faim, hein, après la fin de la Première Guerre mondiale, hein, dans les années 20, et que c'est quand même Patton, le futur général Patton, Eisenhower et MacArthur, qui ont été, qui pilotaient, qui commandaient les armées, qui ont fracassé les manifestants, qui se sont réunis à Washington. Il y a eu le plus grand scandale, c'était il y a eu un nourrisson qui a été passé à la baïonnette. Alors ça, on n'en parle pas. Vous voyez, ça fait partie des choses qu'il n'est pas politiquement correct de rappeler. Hein. Mais il y avait autant de chômage, enfin moins que maintenant. Hein. Moins que maintenant. Maintenant, nous sommes organisés différemment, si vous voulez. On paye encore les chômeurs, on achète la paix sociale avec le RSA ou RSI ou je sais pas quoi. Mais pendant combien de temps? Parce que n'oubliez pas, l'État français, pendant ce temps-là, emprunte tous les jours pour payer aussi le RSA ou le RSI, ou enfin toutes les formes de pension, etc. Viendra un moment où l'État français ne pourra plus assumer le RSA. Mais et ne le peut jour pas. où... Mais en Grèce, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réduit, écoutez bien, ils ont réduit tous les salaires de 30%. Les pensions de retraite ont été réduites entre 30, ça c'est le minimum, hein, entre 30 et 60%. J'ai vu pas plus tard que hier, c'était sur Euronews, il y avait un pilote de chasse de l'armée grecque, donc qui a pris sa retraite il y a 1 an à peu près, ou 2 ans. Il a vu sa retraite diminuer de 60%. 60%. Pourquoi? Parce que tout l'argent qui auparavant était distribué donc aux retraités, etc., est maintenant redonné aux banques étrangères. Et pendant cela, elles se goinfrent. Moi, je vous signale que les taux d'intérêt sur les bons du Trésor grec à 2 ans, à 6 mois, etc., mais c'était du délire. On a vu du 100%, je ne vais pas dire du 100%, mais c'est du genre 30%, 40%. C'est-à-dire que si on leur prêtait 1 million, ils étaient obligés de rembourser 2 ou 3. Et là, pour l'instant, on est en train de les vider, de vider leur poche. C'est-à-dire que l'argent qui part donc pour le remboursement des intérêts de la dette pourrait servir, par exemple, à l'éducation, à la santé, et à d'autres domaines dans ce genre-là. Mais attendez, je vous signale qu'en France, c'est la même chose. Hein. En France, c'est exactement la même chose. Vous avez vu le livre blanc de la Défense nationale qui préconise pour l'année prochaine, ou enfin pour 2015, enfin c'est l'année prochaine pour eux, hein, qui préconise l'abandon des fanfares, du cadre noir de Saumur, d'un sous-marin nucléaire, de plusieurs, comment dire, d'une escadrille pardon, de Mirage, de bombes nucléaires, etc. Je veux dire, et tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse rembourser tous les emprunts qu'on fait chaque jour pour payer. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. La France va vers l'explosion, comme la Grèce. C'est qu'une question de temps. Moi, je ne sais pas quel est le temps, peu importe. De toute façon, c'est mécanique, c'est mathématique.
Hein. Il n'y a pas 150 solutions. Je veux dire, vous additionnez les crédits, hein, vous faites le compte, et boum, à un moment donné, il y a boum. Et je vous signale que nous, contrairement aux Américains, on n'a pas le droit à la planche à billets. Hein, parce qu'ils ont bien verrouillé le truc. Passer par l'Union Européenne. Mais oui, bah alors pendant ce temps, les Américains, eux, font la planche à billets, puis ils rachètent tout Paris. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis. Et à tous ceux qui ne croient pas, je vous signale que la BNP, la filiale de la BNP Klépierre, a vendu, je crois, une quinzaine d'immeubles parisiens à une grosse société américaine. Les mecs, ils achètent Paris avec la photocopieuse. Ça ne choque personne. Je me répète, je sais, pas. mais on n'en parle pas. Vous avez affirmé à plusieurs reprises, par le biais d'interviews ou d'interventions radiophoniques, que, je vous cite, le système était à l'arrêt. Oui. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut-il dire? Comment ça se traduit plutôt? Alors sincèrement, franchement, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le Titanic. Allons-y. Hein, rappelez-vous, le Titanic ne devait jamais couler. D'accord? C'est comme l'économie. Elle ne devait jamais couler. Alan Greenspan nous l'avait dit. Hein. Alan Greenspan a été décoré dans le monde entier pour service rendu, etc. Hein, c'était le plus grand économiste du monde, blablabla. Actuellement à la Fed. Anciennement à la Fed. Anciennement à la Fed, voilà. Donc tout ça ne devait jamais couler. Bon, et pourtant, l'économie a heurté un iceberg, d'accord? Le 29 septembre 2008, ok? C'est comme ça que j'ai écrit mon livre 777 à l'époque, sans imaginer une seule seconde que j'écrirais Blade Masters dans la suite, hein, je le précise. Alors là, je cite le patron de la JP Morgan, Jamie Dimon, qui, le 13 septembre 2008, a déclaré, lors d'un dîner, reprenez du caviar et du champagne, on vient de heurter le iceberg, donc autant profiter. Authentique. Hein, c'est Andrew Sorkin du New York Times qui a rapporté ça dans son livre. Donc ça m'est resté dans ma documentation. Et donc vous voyez que le parallèle tient toujours. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tout le monde a vu le Titanic, enfin le film, hein, vous avez vu qu'entre le moment où ils ont heurté l'iceberg et le moment où le bateau là s'est renversé, bon, il s'est passé quand même, je sais plus, je crois 3 heures, 4 heures, hein. À peu près. Il me semblait que c'était un peu moins, mais bon, peu importe, on n'est pas après. Hein, parce qu'il y avait les parois et vous avez vu que les passagers n'étaient absolument pas informés. Vous avez observé la même chose pour l'économie. Vous avez des journaux comme Le Monde, soi-disant premier journal français ou le plus sérieux. Hein, qui vous a expliqué en 2008 et en 2009 que c'était une petite crisounette, que franchement ça allait. Hein, Marc Roche, hein, c'est lui qui nous fait les grandes leçons sur Goldman Sachs, à l'époque, ce qu'il écrivait, hein, que tout ça allait passer. Hein, à la main, pareil, il disait que ça allait durer 3 mois, que c'était une crise de confiance. Je cite, vous pouvez retrouver les images, vous les retrouverez. Hein, je pense qu'elles sont sur YouTube. Voilà, donc les passagers n'étaient pas informés, seul l'équipage était là en train de voir exactement comment sauver. Et au moment où c'était fini, vous avez vu que sur le Titanic, tous ceux qui étaient en deuxième classe, hein, ils ont fermé les portes, hein, donc personne ne pouvait sortir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Ils ont fermé les caisses des banques. Si vous allez à la banque, vous dites à votre banquier, je veux sortir 4 000 € là tout de suite, donnez-les-moi en cash, en liquide. Hein. Ah non monsieur, c'est pour quoi faire? Ah non? Ah non, ah non, mais on veut savoir. Hein, il y a des soi-disant nouvelles lois, machin, bidule. Alors que c'est à la banque postale, illégal. j'en parle. Mais bien sûr. Mais à la banque postale, je vous en parle même pas. Vous avez des dizaines et dizaines de photos sur mon blog que les lecteurs m'ont envoyé. Vous avez les affichettes. Aujourd'hui, vous êtes limité à 150, 200, 300 ou 400 €. Hein, l'autre jour, j'en ai vu un. C'est battu tout le record de vitesse. 50 €. 50 € à la caisse. Hein, voilà. Ils essaient de limiter la fuite, de l'argent. Parce que la banque postale, elle doit payer Dexia derrière. Hein. Donc vous voyez à quoi sert l'argent du livret A. Hein. Voilà. Pourquoi ils ont monté le plafond du livret A? C'est pour payer Dexia. Je tiens à le rappeler. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui ont livret A, hein, mes pauvres amis, si vous savez à quoi sert à payer ces escrocs de la Dexia. Hein, enfin bon, passons. Donc revenons à Renan. Donc aujourd'hui, l'économie était complètement à l'arrêt. Ça continue à fonctionner. Je veux dire, sur le Titanic, vous avez de la lumière. Hein, les mecs, ils étaient en train de cavaler dans tous les sens pour essayer de colmater les brèches. C'est ce qu'ils font. Ils font les planches à billets. Et les musiciens qui continuaient de jouer. Les musiciens, vous avez tous les mêmes connards, soi-disant les Toiti. Vous avez Toiti qui vous a expliqué que le CAC 40 sera à 4500 points en décembre 2011. Et le mec, il a déclaré en mars, avril, mai, juin 2011. Pendant 4 mois, il a fait toutes les chaînes de télévision de France et de Navarre, toutes les radios, France Info, France Culture, blablabla. Hein.
le CAC 40 à 4500 points, décembre 2011. Là, on est en décembre 2012. Hein, et on est toujours à 3005 ou 3006. Hein, donc on est très loin de ces prévisions. Bon, voilà. C'est exactement ce que disaient les gens. Ne vous inquiétez pas, le bateau Titanic va repartir. Et oui, mais oui, la comparaison est au fond de la mer. J'ai jamais pensé auparavant à faire la comparaison, même si un billet de banque sur mon site, il faudrait que vous le repreniez d'ailleurs, parce que c'est parfait pour ce qu'on est en train de dire, c'est assez marrant. Voilà, et puis à un moment donné, si vous voulez, quand il va s'évacuer, donc les riches sont déjà en train d'évacuer. Hein. Moi j'ai vu que tous les gens à Monaco avaient mis tout leur argent en lingots d'or il y a déjà 3 ans. Il y a déjà 3 ans. Hein. Donc ils étaient informés. Hein. Ils le savaient. Vous savez, l'information c'est la richesse. N'oubliez jamais. C'est pour ça que les gens très riches veulent acheter les journaux. Hein. Parce que c'est l'information qui coûte. Ça vous permet de devenir encore plus riche. Hein. Voilà. Ça permet aussi de manipuler, de filtrer plutôt les informations non, qui vont mais, passer. Attendez, mais même historiquement, je veux dire, si vous allez place de la bourse, qu'est-ce que vous avez en face de la bourse? Vous avez l'AFP. Pourquoi l'AFP est en face de la bourse? Parce que à la base, la première agence de presse, c'était pas une agence de presse, c'était la naissance, si vous voulez, du télégraphe. On pouvait télégraphier un truc, vous voyez, d'un pays à un autre. Et donc au départ, c'était des compagnies de télégraphie qui envoyaient des informations aux agents de change. C'est pour ça que c'était une compagnie de télégraphe qui était en face de la bourse. Les journalistes ne prendront la télégraphie comme outil de travail que 50 ans plus tard, ou 20 ans plus tard. Et c'est là où la naissance de la première agence de presse. Et c'était l'agence Havas qui va devenir AFP. Et donc qui est toujours en face de la bourse. Et vous voyez, c'est très important l'histoire. Enfin vous le savez, mais l'histoire est très importante parce que ça vous permet de comprendre le présent. Hein. Et surtout dans les petits détails, vous savez, dans les petits coups de tournevis là à gauche, à droite, en haut, voilà. Donc on revient au Titanic. Hein, ben voilà. Aujourd'hui, vous avez tous les licenciements. Vous avez vu, ça n'arrête pas depuis le mois de mai, juin. Hein, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils sont en train de ils sont en train de délester. Hein, ils balancent du poids. Hein, ils jettent par-dessus bord tous les mecs parce que pour essayer sinon, d'alléger le va couler plus bateau. vite, voilà, donc on allège le bateau. Et oui. La comparaison est très intéressante. C'est un médiévaliste, finalement, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Alors, on va attaquer avec la dernière question, pour revenir là sur la Grèce. Quelles sont finalement les perspectives d'avenir pour la Grèce, s'il y en a? Hélas. Écoutez, moi sincèrement, je ne vois strictement aucune perspective d'avenir pour la Grèce. À partir du moment où les services secrets se sont mis en grève pour protester contre la baisse de leur salaire de 30%, ils n'ont pas pris leur flingue, ils n'ont pas fait un coup d'État. Bon, alors là, je pense que à part aller à Jacques Taest, comme on dit, tout est dit. Hein, ils se sont soumis. Là, ils sont tous en train de ramper, c'est ce que j'ai dit à la radio. Hein, là, vous avez le dompteur, hein, c'est Herman von Fripouille, là, avec son cerceau. Hein, et puis vous avez le grec avec ses petites jupettes et ses pompons sur sa chaussure, hein, qui fait des bonds à travers le cerceau, vous voyez, hein, comme chez Bouglione, voilà. Hein, et puis quand il a fait son petit saut, on lui donne son petit sucre, hein, ses petits milliards. Voilà, et puis il est content, et puis tout le monde est payé. Hein. Un CRS grec, c'est 723 € par mois, à peu près. Ah oui, parce que n'oubliez pas, les salaires grecs sont inférieurs à ceux de la France. Hein. Et alors que les prix à Athènes sont pas trop loin des nôtres ici. Hein. C'est ça qui est dingue quand même. Donc vous ne croyez même pas en un renversement, enfin un soulèvement populaire, c'est fini. Sauf si Nikos Michaliakos, le patron de Aube Dorée, s'il arrive à faire un putsch, parce que lui il était très lié au colonel, hein, dans sa jeunesse dorée, on va dire ça comme ça. C'est drôle. J'ai pas fait exprès. Non mais c'est vrai. Donc il était très lié au colonel. Hein, il les a connus en prison, hein, un certain nombre d'entre eux. Et donc, sauf s'il réussit à faire un putsch. Donc je pense que la Grèce, effectivement, aurait une possibilité de s'en sortir, de se reprendre, mais vraiment au bord du précipice, quoi, juste avant de tomber, quoi. Voilà. Mais s'il n'y a pas de putsch, s'il n'y a rien, si Aube Dorée ne fait rien, franchement, je n'ai strictement, sincèrement, aucun espoir pour les Grecs, sauf à ce qu'ils deviennent des esclaves des Schleux, des Allemands.
Pardon pour les Allemands. D'accord. Mais c'est comme ça qu'ils les appellent, hein. Ils ont leur façon d'appeler. Je vous montrerai d'ailleurs un journal allemand, comme nous on appelle les Bosch. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce dernier témoignage plein d'espoir. Je rappelle... Oui, c'est plein d'espoir. Oui, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. L'espoir fait vivre. Ouais, donc, je rappelle pour les internautes qui souhaiteraient vous suivre votre blog, donc jovanovic.com. Non, c'est quotidien. C'est www.quotidien. Parce qu'il y a deux choses. Il y a mon site qui est Jovanovic, donc le site des livres Jovanovic. Hein, voilà. Et vous avez quotidien.com qui, lui, vous amène directement sur le blog de l'apocalypse financière. Voilà. Que demander de plus. Que demander de plus. Voilà. Voilà. Et pour les internautes qui souhaiteraient vous suivre à la radio, donc je rappelle que votre chronique, c'est tous les 2 mercredis à 14h sur la radio Ici et Maintenant. Voilà. Et je demande d'ailleurs à vos auditeurs de me vendre leur or. Voilà. Parce qu'il faut vendre leur vieil or. Voilà. Hein, donc n'oubliez pas, vendez votre vieil or, vous n'en avez pas besoin. Très bien. Merci beaucoup. Non, mais c'est comme ça que ces bandes d'enfoirés, ils ont pris tout l'or des Français quand même. Hein, vous avez vu que concluons là-dessus, hein, vous avez vu que pendant 2 ans, toutes les 15 secondes à la télévision sur iTélé, BFM et toutes les autres chaînes, vous aviez des pubs, vendez-nous votre or postal et j'en passe et des meilleurs. Vous avez tous vu ça. Et comme par hasard, d'un seul coup, pouf, ça s'est arrêté. Il n'y a plus d'or alors. Hein, c'est ce qu'on pourra en conclure. C'est intéressant. Tout l'or est sorti. Tout l'or est sorti. Je rebondirai là, aussi. Ils ont plus assez d'argent si vous voulez pour payer les. Il faut qu'ils se rachètent beaucoup d'or pour qu'avec le bénéfice de la revente, ils puissent s'acheter les spots télé. Hein, c'est très important de rentrer dans la mécanique financière qui vous permet d'acheter les spots télé, de vous payer une campagne média. D'accord. Et pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire pour finaliser cet entretien, j'ajouterais que lorsque Nicolas Sarkozy était ministre, je ne sais plus c'était lequel qu'il avait vendu du budget. Oui, je crois que c'est ça. Il avait vendu 600 tonnes d'or, exactement. Donc on est dans la même veine là, finalement. Alors puisque c'est Noël, je vais vous faire un cadeau à tous les deux. Hein, donc tiens, regardez la caméra, je vais vous offrir 2 lingots d'or. Oh. Parce que ça, c'est mon livre fétiche. Vous savez bien. Tenez, j'encourage tous vos auditeurs, enfin spectateurs, à lire ça. Et montrer la caméra. Parce que ça, ils comprendront pourquoi on est arrivé aujourd'hui là. Faut montrer bien la caméra, ouais, hop. Voilà. Le retour, retour du standard or, oui. Voilà, le retour au standard or. Voilà, donc joyeux Noël. Hein. Merci beaucoup. Je comptais le lire, je comptais l'acheter. Et... super, voilà. Donc petit conseil de lecture pour nos internautes, voilà, conseil de Pierre Jovanovic. Vraiment, si vous voulez, je veux dire, c'est quelqu'un qui depuis 40 ans, je veux dire, se montre la grande escroquerie des Américains à partir du moment où ils sont sortis du standard or. Hein, donc en août 71, hein, le 15 août 71, hein, et que leur coffre était vide, hein, il montre bien que là on va vers une explosion économique de nature biblique. Hein. Il est pire que moi, hein, en fait, qu'était. Il est très âgé aujourd'hui là, hein, mais pour moi ça a été comment dire, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose d'intellectuellement tellement brillant et écrit de manière, tout le monde peut le comprendre, je veux dire, c'est pas tous ces économistes, tous ces nazes, hein, qui vous expliquent que vous comprenez rien, quoi. Je dis les monétaristes et j'en passe. Vous le lisez, tout devient limpide et vous comprenez pourquoi pourquoi tous ces mecs ont rendu l'économie compliquée. C'est justement pour qu'on n'y comprenne rien. Complètement. Voilà, c'est ça la clé. Ça rejoint un article que j'ai écrit récemment qui est décortiquage de l'économie libérale simplifiée, et justement c'est ça. C'est la friedmanienne, c'est l'économie friedmanienne. C'est l'économie, tout à fait. C'est les économistes qui ont je ne sais combien de diplômes, bac plus 12, bac oui, plus et tous ces mecs-là, ils n'ont pas vu la crise arriver. Hein, voilà, et qui disent... tous ces mecs, ils sont bac plus 25, hein, et voilà. Ils n'ont pas vu la crise arriver. Oui, non mais c'est formidable. C'est formidable. Que l'économie... Alain Minc, le grand conseiller des chefs d'entreprise, des ministres, des présidents, et j'en passe et des meilleurs, le nain de la République, comme on l'appelle. Le mec, il a rien vu venir. C'est une ordure. Il a encouragé des milliers de Français à remettre leur argent dans la bourse, qu'ils ont tout perdu. Et c'est la même chose pour cet enfoiré de Toiti. Il faut quand même rappeler, ce sont toujours ces mêmes mecs qui passent à la télévision. Mais pourquoi le système les invite tout le temps, Mais évidemment, c'est pour remettre l'argent dans la bourse, pour qu'on nettoie les Français encore plus. Ça, c'est le vrai scandale. D'ailleurs, il y a un film, franchement, je vous encourage à le regarder, excellentissime, je l'ai vu il y a 2 jours, parce qu'il est sorti sur le VOD de Free. Ça s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Excellentissime.
Alors vraiment, je vous le dis, alors, là, pendant les vacances de Noël, là, si vous avez une soirée d'hiver, là, vous prenez, ça dure 2 heures, je crois, je sais plus. Oui, c'est ça. Remarquable, absolument remarquable. Voilà. Donc, je veux dire, il vous montre. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il aborde le même sujet. Je ne le savais pas. Hein. Tous ces pseudo-économistes là, et vous comprendrez que ce sont toujours les mêmes libéraux qui viennent. Hein. Toujours les mêmes. Toujours. Mais il y a une bonne raison, et le film le montre bien. Voilà. Donc, écoutez, merci à vous. Hein, merci et puis, à vous joyeux aussi Noël. pour votre franc-parler. Oui. Mais non, mais c'est pas une Joyeuse question fête. de franc-parler. C'est une question, c'est du factuel. C'est du factuel. C'est pas moi qui ai dit demain 4500 € au CAC 40. Allez-y, investissez tout votre argent. Hein. Moi, j'ai dit aux Français, depuis 2008, février 2008, mettez tout. Hein, ou soit dans l'immobilier, enfin d'abord la maison et le jardin, j'ai toujours dit ça, hein, la maison, le jardin, le potager, voilà. Et ensuite vous mettez pièces d'or, pièces d'argent, ou lingots d'or, lingots d'argent, ce que vous voulez. Hein. Depuis 2008, tous ceux qui m'ont suivi, hein, à l'époque le cours de l'or était à 600 $ l'once, aujourd'hui il est à 1700 et quelques, je le rappelle quand même. Hein. Je ne suis pas certain que Fiorentino, que Toiti, Minck et tous ces clowns peuvent en dire autant dans le succès, entre guillemets, ou le bon sens de leurs conseils économiques aux Français. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Merci à vous de nous C'est pas avoir un petit accordé rappel, un grand rappel. Mais... C'est une piqûre de rappel. Voilà. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien. Donc, merci à vous. voilà.